Choisir un camp. Chapitre 12. Année décisive. Walter. 21 janvier 1945. Au début du mois de janvier, les troupes américaines et quelques troupes britanniques contre-attaquent, poussant les Allemands à se retirer. Toutefois, le 5 janvier, dans un ultime effort, la Hitlerjugend était parvenue à se retrouver à moins de 4 kilomètres du cœur de Bastogne. Mais elle n'avait pu aller plus loin, malgré de nouvelles velléités offensives le lendemain. Finalement, les nazis avaient jeté l'éponge et les divisions Hohenstaufen et Hitlerjugend, fort érodées, avaient été retirées du front. Un aveu d'échec, ai-je pensé et confié à Louise. D'ailleurs, Hitler lui-même semble entériner la dégradation de la situation sur l'ensemble du front, puisqu'il a consenti le 8 janvier au repli de ses forces d'assaut sur la ligne d'Auchan-Longchamp, avant d'autoriser, une semaine plus tard, une retraite plus générale mais progressive sur les positions de départ de l'offensive. À ce moment-là, enfin, la seconde bataille de Bastogne est achevée. Elle n'a pas permis la moindre progression, mais en revanche, elle a contribué à endommager de paisibles villages du pays de Bastogne, bien plus que la ville elle-même. Seul point positif, elle a ruiné les dernières espérances d'un dictateur de plus en plus aux abois, dont l'état-major, j'en suis convaincu, était loin d'approuver le plan à l'unanimité. Je suis certain que les officiers supérieurs non fanatiques savaient que tout cela était voué à l'échec. Mais depuis la tentative d'assassinat du Führer en juillet, j'imagine qu'ils se méfient et font profil bas. Car en cas de désobéissance, cela se terminerait très mal pour eux. Ils ont choisi d'obéir, quitte à être vaincus, plutôt que de s'opposer à Hitler. Pour autant, les combats ne sont pas terminés, et les conditions climatiques sont redevenues plus que médiocres, avec de fortes chutes de neige et un gel intense. À la fin du mois, les Allemands sont repoussés au-delà de leur ligne de départ. Des deux côtés, le bilan des tués, blessés, disparus ou prisonniers est effrayant. Les Allemands ont perdu près de 100 000 hommes, et les Américains près de 80 000, bien plus que sur le front normand. Si le débarquement a été une grande opération, ce qui s'est joué dans les Ardennes a été un grand règlement de compte entre les Américains et les Allemands. Cette offensive était certainement le dernier grand combat mené par la Wehrmacht sur le front occidental. C'est le début de la fin, dis-je à Louise. À l'est, l'armée rouge a déjà profité de cette déroute pour lancer une attaque au nord des Carpates et progresser en direction de la Baltique. Mais je pense que Hitler ne va pas lâcher prise facilement. Je doute qu'il cherche à négocier. Tu penses vraiment qu'il va s'entêter, même si cela doit encore entraîner des milliers et des milliers de morts? Il va user les dernières forces de son peuple. Même s'il reconnaît des forces supérieures en nombre du côté allié, il minimise toujours leur percée. Goebbels n'a-t-il pas parlé de stratégie élastique et mobile en termes de défense? Les soldats allemands vont continuer à vivre un enfer. J'aimerais que tout cela finisse au plus vite, pour les deux camps. Je vois en pensée tous ces soldats que nous soignons, qui avaient toujours imaginé que l'enfer était un endroit chaud et enflammé. Mais dans les Ardennes, ils avaient appris qu'il était plutôt froid et glacial. La dépression parmi les troupes était terrible. Les manteaux des hommes gelaient, leur souffle se transformait en glace sur leurs vêtements. C'était tellement difficile qu'ils devaient continuer à creuser pour rester au chaud. Ils n'osaient même pas s'endormir, de peur de mourir de froid. Heureusement, la bataille des Ardennes est en voie de se terminer. La tactique de Hitler, qui devait être de désunir les Alliés, a échoué. Les Russes, les Américains et les Britanniques semblent être d'accord sur les grands principes, à savoir rendre l'Allemagne incapable de nuire, d'après les journaux. Une question revient beaucoup aussi dans la presse. Le général de Gaulle sera-t-il invité à la conférence qui doit réunir les trois grands? Pour l'instant, les troupes allemandes ont abandonné Budapest et les Russes s'approchent de l'Oder. Les Britanniques progressent dans le Limbourg hollandais. Les combats se poursuivent en Alsace où la première armée française fait face aux Allemands qui ont reçu des renforts au nord de Strasbourg. Depuis le début de 1945, l'hôpital fonctionne sous le commandement du 6e groupe d'armée des États-Unis
et s'occupe désormais de tous les patients servant dans la 7e armée américaine sous le commandement du lieutenant-général Alexander M. Patch ou dans la première armée française commandée par le général Jean Delattre de Tassigny. Nous accueillons donc des patients de multiples nationalités, parmi lesquels les soldats américano-japonais d'Hawaï sont certainement les plus exotiques. En tout cas, les blessés français sont ravis de trouver en moi et Louise des personnes qui parlent couramment leur langue. Louise est maintenant enceinte de 6 mois et sa grossesse ne peut plus être dissimulée. Elle en a donc parlé à l'infirmière en chef tout en lui assurant qu'elle était en pleine forme et pouvait travailler encore plusieurs semaines. Bien sûr, le major Spaulding n'a pas été ravi d'apprendre cette nouvelle. Toutefois, Louise ne fait pas partie de l'ANC et peut donc continuer son activité tant qu'elle en est capable. Ce que mes collègues et ceux de Louise ont du mal à comprendre, c'est pourquoi nous ne nous marions pas. Nous les connaissons bien maintenant, et après beaucoup d'hésitation, nous les mettons au courant de ma situation particulière et pourquoi nous en sommes arrivés là. Après un moment d'effarement, ils réalisent que nous marier ne sera possible que lorsque la guerre sera terminée ou éventuellement en voie de l'être, car je ne tiens pas à épouser ma Louise sous une fausse identité accordée par le haut commandement américain. Ce projet me tracasse depuis un bon moment, c'est-à-dire depuis que j'ai retrouvé Louise et que je sais qu'elle est enceinte. Je veux que notre enfant soit légitime, et pour l'instant, nous marier en France est inenvisageable. Je ne pourrai même pas obtenir les documents nécessaires puisque l'acheminement de courrier avec l'Allemagne est interrompu depuis septembre. Il ne nous reste que la solution de nous marier en Allemagne, mais à l'heure actuelle, la situation est tout aussi inextricable. Je fais part de mon inquiétude à Louise le soir lorsque nous sommes enfin seuls dans notre petite chambre. Si je comprends bien, tu te tourmentes parce que nous ne pourrons pas nous marier avant la naissance de notre bébé, me chuchote-t-elle. Je veux t'épouser et que notre enfant ne soit pas considéré comme un bâtard, comme vous dites en France. Il va en outre être un enfant de Boche, et ça, je sens que ça va déjà être lourd à porter. Cette guerre va bien finir un jour, mon amour. Tu as beau être allemand, tu peux reconnaître cet enfant comme le tien. À vrai dire, nous pouvons le reconnaître tous les deux en même temps, et il sera légitimé ensuite, lorsque nous pourrons enfin nous marier. Nous avons un délai de 3 jours après la naissance pour le faire, si nous sommes sur le territoire français à ce moment-là. Ce sera vraisemblablement le cas. Notre enfant risque de voir le jour ici, à Mirecourt, car je doute que la guerre se termine avant le 20 avril. Je ne veux surtout pas que tu souffres du regard des autres parce que tu as un enfant hors mariage. Chérie, seul notre entourage professionnel et ma famille sont au courant que nous ne sommes pas mariés. Ceux qui nous croisent à l'extérieur n'en savent rien. Et vois-tu, je m'en moque. J'ai la chance de t'avoir. Beaucoup plus de chance que celles qui sont enceintes ou ont déjà un enfant d'un soldat allemand, américain, britannique et autres qui combattent actuellement ou qui sont morts. Moi, je ne suis pas seule. À moins que tu m'abandonnes, ajoute-t-elle, pince sans rire. Tu es folle? Jamais je ne ferai cela. Je t'aime, Louise. Tu n'imagines pas à quel point. Je dois avoir l'air scandalisée, car elle éclate de rire. Bon sang, j'ai cru un moment qu'elle était sérieuse en envisageant que je puisse la laisser seule, livrée elle-même avec notre enfant. Ça doit être son côté britannique, qui prend parfois le dessus sur le caractère français chez elle, un humour qui manie l'ironie, le sarcasme, l'autodérision, et qui me déstabilise parfois, jamais très longtemps cependant. En fait, je ne sais pas trop s'il s'agit d'humour britannique ou français. Son côté français, direct et tout aussi ironique, domine le plus souvent, et elle affectionne le second degré. Certains diraient qu'étant allemand, l'humour n'est pas mon fort. Ceci dit, les Américains ont autant de difficultés que les Allemands à apprécier l'ironie et la raillerie si courantes chez les Français. Ils sont très premier degré, et Louise est obligée de faire attention avec ses réparties, souvent résolument second degré. Heureusement, elle accompagne souvent ses blagues d'un clin d'œil ou d'un ton badin qui permettent à son interlocuteur de se rendre compte qu'elle plaisante. Sa beauté et sa gentillesse font le reste. Je me suis habituée à cet humour, mais je m'y laisse prendre encore quelquefois comme ce soir. Chérie, tu ne dois pas plaisanter avec ce sujet,
Tu devrais savoir que les Allemands ne brillent pas par leur humour et qu'ils tiennent au respect de la réalité. Bien qu'allemand, j'aime ton humour. Mais en revanche, n'en fais pas avec les sentiments et l'attachement que nous avons l'un pour l'autre. C'est cruel, précisai-je d'un ton implorant. Promis, je ne le ferai plus, me répond-elle en se pelotonnant dans mes bras et en cherchant mes lèvres. Dieu que je l'aime quand elle fait cela. Mais je ne suis pas certain qu'elle tienne la promesse que je viens d'exiger d'elle. En réalité, j'aime tout chez elle, même son humour franco-britannique. Et tu sais, précise-t-elle, dire que les Allemands n'ont pas d'humour est complètement faux. Je m'en suis rendu compte en côtoyant les soldats à Toul, quand j'ai commencé à mieux me débrouiller dans ta langue maternelle. C'est là que j'ai réalisé combien ils aimaient les jeux de mots, les doubles sens, un peu comme nous en France. Mais la barrière de la langue ne nous permet pas toujours de le percevoir. Finalement, vous aimez autant l'autodérision et la critique de l'autorité que nous, les Français. Je suis heureux que tu t'en sois rendu compte. D'ailleurs, tu me donnes une idée. Je vais tester certaines blagues sur toi. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Ein Stock, me répond-elle sans hésitation, avec son sourire enjôleur. Je n'ai pas de mérite, je la connaissais. À mon tour. Pourquoi les flamants roses lèvent une patte en dormant? Elle rit déjà à l'avance. Bien entendu, je ne trouve toujours pas la réponse après un temps de réflexion. Tu donnes ta langue au chat, demande-t-elle. Quoi? M'étonnai-je, confrontée à cette expression bizarre. Louise, qui s'en aperçoit, m'explique ce qu'elle signifie. Chez nous, on dit das Handtuch werfen. Mais d'accord, je donne ma langue au chat. Eh bien, parce que s'il levait les deux, il tomberait, chérie. Nous éclatons tous les deux de rire. Mais je me reprends vite pour une autre blague, car la première est tombée à plat. Was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Stuhl? Questionnai-je. Ma Louise fait une moue en secouant la tête de droite à gauche. Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Oh, excuse-moi, j'aurais dû répondre en allemand. Ich weiß nicht. Ich werfe das Handtuch. Ein Stuhl kann sich auch mal zurücklehnen, réponds-je très posément. Des petites secousses des épaules annoncent l'imminence de son rire, qu'elle retient pourtant jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Mais les mouvements deviennent de plus en plus saccadés, et le fou rire éclate. Il lui faut un certain temps pour qu'elle reprenne un peu son sérieux, et moi aussi, car son rire est contagieux. Pas mal, finit-elle par articuler haletante. À mon tour. Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? Je réfléchis sous son regard moqueur. La réponse ne doit pas être scientifique. Disons que le premier vit dans le Nil et l'autre dans le Mississippi, lançai-je, à bout d'arguments. Même si ce n'est pas faux, ce n'est pas la réponse attendue, mon amour. Quelle est donc cette réponse, m'enquiers-je? C'est quasiment la même chose. Je la considère sidérée, avant de réaliser le jeu de mots entre caïman et quasiment, et d'éclater de rire à mon tour. Allez, je te donne encore une chance, parce que pour l'instant, tu n'as donné aucune bonne réponse. Pourquoi les souris ne jouent jamais aux devinettes? Je fronce les sourcils. Cette blague est du même acabit que la précédente, mais sur le coup, je m'apprête à donner ma langue au chat pour reprendre l'expression qu'elle m'a expliquée quelques minutes auparavant. Je l'observe pendant ma réflexion. Je m'apprête à prononcer cette expression qui scellerait ma défaite, mais je perçois une petite lueur taquine dans les yeux océans de ma Louise. Bon sang, mais bien sûr. Ce n'est peut-être pas ça, mais je me lance. Parce qu'elles ne veulent pas donner leur langue au chat? Bravo mon cœur, s'exclame-t-elle en roulant sur moi. Quel esprit d'à propos! Comme quoi, quand on connaît les expressions spécifiques d'une langue, on se rend compte que nous avons le même type d'humour. Et maintenant, après l'humour, si nous passions aux choses sérieuses? Quoi donc? Fais-je, feignant l'ignorance, malgré ses mains qui se sont glissées sous nos vêtements. L'amour, me susurre-t-elle, en me mordillant le lobe de l'oreille. Est-ce l'effet des estrogènes produits par le placenta? Mais depuis que nous nous sommes retrouvés, les envies de câlin de Louise se multiplient.
Ce n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Elle est encore plus sensible et réceptive à mes caresses. Je n'ai pas le souvenir qu'Elke était aussi demandeuse à 6 mois de grossesse. La relation que j'ai avec ma petite Française est complètement différente. L'amour que j'éprouvais pour Elke était fait de tendresse, d'affection. C'est également le cas avec Louise, mais notre amour est plus intense, passionnel, empreint d'une sensualité bien plus poussée. Je ne voudrais pas faire de mal au bébé, rétorquai-je pour la taquiner. Ne me raconte pas de bobards, Walter Scheller. Tu en as autant envie que moi. Et ce n'est pas comme si tu ne connaissais qu'une position pour faire l'amour. Un peu de créativité, si mon ventre est devenu un peu proéminent. Et je sais que tu es très inventif, mon chéri. Et je ne le suis pas moins. Elle n'a aucune difficulté à me convaincre et elle le sait très bien. Faire le premier pas ne lui fait pas peur. De toute façon, nous sommes aussi tactiles l'un que l'autre. Louise, 28 mars 1945. Depuis le 31 janvier 1945, les rescapés des troupes allemandes sont de retour sur leur ligne de départ. Le Reich a perdu près de 100 000 hommes et 1 millier de blindés, ainsi que plusieurs centaines d'avions. Selon Walter, ce sont autant de forces qui vont leur manquer cruellement, alors que l'Allemagne est en voie d'être envahie de toutes parts. C'est même déjà le cas. Après la réaction des Alliés et le recul des Allemands dans les Ardennes, mais aussi en Alsace, le 21e hôpital général a admis et soigné un grand nombre de blessés. Il s'est agrandi pour passer à une capacité d'accueil de 4040 lits et a traité son 50 millième patient. Les malades et les blessés sont soignés même dans les greniers des bâtiments. Les patients valides sont mobilisés dans les services et au siège de l'hôpital. Le mois de février nous a apporté un certain soulagement. Les lignes de front étant désormais à l'est du Rhin et la résistance allemande aux assauts alliés s'effondrant petit à petit, nous avons moins de blessés à prendre en charge quotidiennement. Le nombre de patients est tombé en dessous de 2000 ce mois-là. Et donc, nous avons un peu plus de temps libre. Ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Il y avait suffisamment de musiciens talentueux parmi les prisonniers de guerre allemands pour former un orchestre qui animait les cérémonies spéciales et les soirées dansantes à l'hôpital. Des petits groupes de ces musiciens jouaient dans les salles et les messes. En outre, au printemps, l'état-major a investi une villa à Bregnecourt, à une douzaine de kilomètres au sud de Mirecourt, la villa des Aulnelles. Elle leur sert de lieu de repos, lieu destiné aussi au personnel enrôlé. Toutefois, elle a nécessité des travaux de restauration, car elle était en très mauvais état après l'occupation allemande. Les Russes ont enfoncé les défenses allemandes, ont franchi l'Oder et se sont rapprochés de Berlin, qui est transformée en ville-forteresse, comme Königsberg et Breslau. Walter me dit que Hitler n'hésitera pas à appliquer la politique de la terre brûlée pour que le potentiel allemand ne tombe pas aux mains des troupes ennemies. Les usines, les immeubles, les digues, les mines, les centrales énergétiques, les dépôts de vivres et d'habillement seront détruits. Des armes ont été distribuées aux habitants, même aux enfants et aux vieillards. Au fur et à mesure de la progression des soviétiques, la panique saisit la population allemande, épouvantée devant l'avance des chars. Les diplomates sont partis vers la Bavière et les ministères ont évacué archives et personnel vers la Forêt-Noire. Dans le reste du pays, plus éloigné du front, l'agitation grandit et des mutineries ont commencé, comme à Nuremberg, Chemnitz. Au début février, Himmler aurait fait arrêter un maréchal, 6 généraux et près de 300 officiers supérieurs. Dans le nord de l'Alsace, les combats faisaient toujours rage, et Haguenau a été bombardé quotidiennement par l'artillerie allemande durant de nombreuses semaines. Bien que Colmar ait été libéré le 2 février 1945 par la première armée française du général de Lattre, et que pour la France entière, cela sonnait comme si l'Alsace était libérée, le nord de la région restait toujours aux mains des Allemands. À Haguenau, 7000 personnes restées dans la ville vivaient dans les caves et ne tentaient que quelques sorties pour se ravitailler, malgré les obus qui tombaient. En outre, les troupes allemandes avaient toujours pour objectif, si ce n'est de détruire la 7e armée américaine du général Patch, d'au moins la contenir. Car cette 7e armée, qui avait remplacé la 3e armée de Patton, partie à la rescousse dans les Ardennes,
menaçait la ligne Siegfried. Les opérations sur la Sarre, commencées par la 3e armée, avaient été stoppées avec l'offensive dans les Ardennes, obligeant Patton à déplacer ses troupes vers le nord pour contre-attaquer sur le flanc sud de l'offensive en Belgique et au Luxembourg. Les combats avaient repris avec la 7e armée américaine et se sont poursuivis dans les secteurs de Forbach et Bitch jusqu'à ce mois de mars. En effet, après avoir campé sur leur position pendant un moment, les Américains ont pris Bitch le 16 mars 1945, le lendemain d'une contre-offensive générale vers le nord. Ils ont attaqué Oberhofen et lancé le premier pont Bailey sur la Moder pour permettre à l'infanterie et aux chars de traverser le cours d'eau, faisant reculer les forces allemandes. Cette fois, c'est une réalité. L'Alsace et la Lorraine ont été entièrement libérées la semaine dernière. À Yalta, Roosevelt, Staline et Churchill ont décidé de l'occupation de l'Allemagne partagée en 4 secteurs, de la dissolution de l'armée allemande, du renvoi en URSS des soviétiques réfugiés dans les territoires occupés par les Anglo-Américains. Ces derniers ont obtenu une vague assurance de l'URSS concernant des élections libres dans les pays libérés à l'Est. Les Alliés ont également discuté de la constitution d'une organisation des Nations Unies à laquelle l'URSS accepterait d'adhérer. Pour autant, en attendant, des populations continuent de souffrir. D'aucuns en France diraient que c'est un juste retour des choses. Mais je trouve que les civils paient le prix fort. Certes, des villes françaises ont été bombardées, tant par les Allemands au début de la guerre que par les Alliés ensuite, et il y a eu des dizaines de milliers de morts. Cependant, les bombardements en Allemagne semblent sans commune mesure, comme si, faute d'attaques terrestres, les bombardements alliés étaient la solution pour montrer au public britannique et américain, ainsi qu'à la Russie, que l'on faisait quelque chose pour porter la guerre sur le sol allemand, et surtout, cela pouvait aussi occuper des hommes et du matériel qui auraient pu être utilisés sur le front oriental contre la Russie et dans des défenses côtières du nord de la France. Lorsque j'en ai parlé à Walter, il a souri, avant de me dire que j'avais sans doute visé juste. Je lui ai d'ailleurs demandé comment il pouvait affirmer cela. Il m'avait donc évoqué la conférence de Casablanca en janvier 1943, qui avait à l'époque précisé que l'objectif de l'offensive de bombardement était de détruire progressivement et disloquer le système militaire, industriel et économique allemand, et affaiblir le moral du peuple allemand à un point tel que sa capacité de résistance armée soit fatalement anéantie. Bien sûr, la presse française ne s'en était pas fait l'écho. Cette information n'avait été relayée que par les journaux clandestins de la Résistance. C'est mon père qui lui en avait parlé. Tout cela était, semble-t-il, le motif des bombardements qui avaient détruit Dresde le 14 février et fait 70 000 morts civiles d'après les journaux, autant qu'en France pendant toute la guerre. J'ai bien peur qu'il soit en dessous de la vérité. J'en ai la nausée. Et s'il n'y avait eu que Dresde? J'essaie d'imaginer le résultat des 3000 tonnes de bombes lâchées sur Berlin, dont 500 000 bombes incendiaires, le 26 février, et 300 autres tonnes le 18 mars. Je ne suis pas moins horrifié d'apprendre que le Reich incorpore des gamins de 15 et 16 ans dans son armée. Ce simple fait montre bien que le pays est aux abois. D'ailleurs, au sud de la Ruhr, entre Cologne et Coblence, la prise inespérée du pont de Remagen, presque intacte, le 7 mars, avait permis la création d'une première tête de pont sur la rive droite du Rhin. Au nord de la Ruhr, entre Duisbourg et la frontière avec les Pays-Bas, la création d'une seconde tête de pont par le franchissement en force du fleuve avait été confiée au 21e groupe d'armée britannique, commandé par Montgomery. La 2e armée britannique et la 9e armée américaine, avec l'appui des divisions aéroportées, ont franchi le Rhin le 23 mars au niveau de Wesel, au nord de la Ruhr. Le lendemain, Churchill a même franchi le Rhin dans un LCM, symbolisant ainsi l'entrée des troupes alliées en Allemagne. Depuis hier, les Alliés ont établi une solide tête de pont de 55 km de large et 30 km de profondeur sur la rive orientale du Rhin. Les troupes allemandes sont encerclées dans la poche de la Ruhr. Je dois dire que Walter est soulagé de voir les combats s'éloigner. Il n'a cessé de craindre pour moi. Et plus ma grossesse avançait, plus il stressait à ce sujet. Aujourd'hui,
j'ai beau lui dire que le danger s'éloigne de nous, il est de plus en plus protecteur. Il est tellement aux petits soins avec moi que ses confrères trouvent même qu'il en fait trop. Pas moi. Je dois dire que c'est plutôt agréable d'être choyé ainsi. Depuis le début de notre relation, il n'a qu'à me regarder pour me faire fondre. De son côté, il m'a avoué que mon regard était ce qui l'avait fait craquer la première fois que nous avions travaillé ensemble sans nous connaître. De toute façon, en tenue de bloc, c'était bien la seule chose qu'il pouvait voir. Cet échange de regards avait été le point de départ de notre attirance mutuelle. Ni l'un ni l'autre, nous n'avions prémédité quoi que ce soit. Bien entendu, j'avais autant craqué pour lui ce jour-là. Je n'ai vu que l'homme droit et fidèle à des valeurs humanistes, pas l'Allemand. Et pourquoi le nier? Cet homme était très séduisant, ce qui ne gâchait rien. L'amour de ma vie a donc deux obsessions en ce moment, ma grossesse et la progression des Alliés en Allemagne. De cette dernière dépend aussi la possibilité de nous marier. Walter se réjouit de la débâcle du régime hitlérien, mais il est aussi inquiet pour sa mère, qui habite au sud de la Forêt Noire, pile là où se sont réfugiés beaucoup de hauts fonctionnaires nazis. Certaines informations nous réconfortent néanmoins, car, comme mon homme l'avait prédit, Hitler a bien donné l'ordre de pratiquer la politique de la terre brûlée, mais cet ordre de destruction a été boycotté par Albert Speer, son ministre de l'Armement, avec l'accord de Guderian, le chef d'état-major général de la Wehrmacht. En outre, de nombreux commandants allemands sur le terrain semblent ignorer ou contourner l'ordre du Führer. De nombreuses villes sont tombées aux mains des Américains, telles Mönchengladbach, Trèves, Düsseldorf, Cologne, Saarbrücken, Ludwigshafen ou Kaiserslautern. Les Britanniques et les Canadiens ne sont pas en reste et ont aussi traversé le Rhin, plus au nord. Depuis le 23 mars, je ne travaille plus. Je me sens encore en bonne forme et je n'ai pas pris autant de poids que la plupart des femmes enceintes de 8 mois. Cependant, la station debout prolongée pendant des heures au bloc devenait pénible. De toute façon, la loi française prévoit un congé maternité et ma foi, j'en suis bien aise. Je peux me reposer et lorsque Walter travaille, j'en profite pour aller marcher un peu dans Mirecourt. Nous le faisons ensemble quand c'est possible. Mais aujourd'hui, mon fiancé travaille. Je flâne donc dans le centre historique de la petite ville vosgienne, avec ses ruelles pavées, bordées de maisons anciennes, avec des façades colorées, qui racontent l'histoire de la vie quotidienne de ses habitants. Beaucoup de boutiques d'artisans perpétuent les deux traditions locales, la lutherie et la dentelle. En me promenant seule, j'ai découvert plein d'endroits que je n'avais pas remarqués avec Walter. Il est vrai que lors des rares moments où nous pouvons déambuler main dans la main tous les deux, nous sommes surtout concentrés l'un sur l'autre. Mais Mirecourt est agrémenté de placettes et de fontaines, et j'ai repéré des points de vue qui offrent des panoramas pittoresques sur la ville et ses environs. J'apprécie particulièrement les parcs de cette petite cité et les abords de la rivière, où je m'arrête toujours pour lire. Au retour, je fais toujours une halte à l'église Notre-Dame, celle-là même où j'ai rejoint mon Walter le 24 décembre. Avec sa flèche octogonale et enserrée étroitement par les maisons voisines, elle abrite quelques beaux tableaux. Je suis fascinée par son chemin de croix de dentelle émaillée et par le retable monumental, avec une toile de Claude Deruet représentant l'Assomption de la Vierge au-dessus de l'autel de marbre qui cache la pierre de l'autel primitif. J'y admire ces magnifiques vitraux et y médite souvent. Aujourd'hui, comme le temps est ensoleillé, je décide de traverser le Madon afin d'aller à la chapelle de la Houltre, au cœur du faubourg Saint-Vincent, sur les hauteurs de la ville. Ce petit sanctuaire roman, construit au XIe siècle, est très modeste, sans sculptures ou chapiteaux ornés. Sa nef rectangulaire et non voûtée est éclairée de 4 petites fenêtres romanes sans ornement. 2 chapelles voûtées d'ogives ont été construites ultérieurement et forment une sorte de transept irrégulier. L'édifice abrite 2 pierres tombales de la famille des piliers. Les seuls ornements sont les 4 colonnettes à chapiteaux prolongées par un quadruple arc en accolade et un tympan orné de fleurs et de feuilles encadrant un ange. L'endroit est paisible et incite à la prière. Mais l'heure tourne et j'ai hâte de retrouver Walter. Je marche allègrement, mais à peu près à mi-parcours, juste après l'intersection de l'avenue Portera, au bout de laquelle se trouve le 21e,
avec la rude hépatie des bois du four, une douleur me vrille le ventre, comme une forte crampe menstruelle. Bon sang, une contraction. Du moins, je pense que c'en est une. Je m'arrête, plié en deux, le temps que ça se calme, ce qui prend à peine 30 secondes. Puis plus rien. Je me remets donc en marche, plus doucement. Rebelote, juste après le croisement avec la rue Paul-Hilaire, et donc nouvel arrêt. Je ressens le même type de douleur, si ce n'est qu'elle irradie plus vers le bas du dos, et j'ai la sensation que mon ventre est dur au toucher. Je ne dois accoucher que dans 3 semaines. Cette fois, cela dure moins longtemps. Je me remets à marcher prudemment, et je parviens à destination. Toutefois, mon abdomen durcit de nouveau alors que je monte les escaliers. Je me débarrasse de ma veste ample et de mon chapeau, et je m'allonge sur le lit après avoir bu un verre d'eau. Bien calé dans les oreillers, j'attrape le livre que j'ai commencé hier et me plonge dedans. Le repos devrait m'éviter une autre contraction. C'est dans cette position que me trouve Walter, qui s'aperçoit de suite que quelque chose cloche. Simplement parce qu'il est inhabituel que je m'allonge sur le lit en fin d'après-midi et que généralement je me précipite dans ses bras. « Quelque chose ne va pas, ma chérie ?» demande-t-il un brin alarmé. « Rien de grave, mon cœur. J'ai eu quelques contractions en revenant de ma promenade. » Il pâlit néanmoins. « Combien de contractions et combien de temps ont-elles duré ?»« Pas de panique, docteur Scheller. Juste 3 contractions qui n'ont même pas duré 30 secondes. Et depuis que je suis au repos, c'est-à-dire à peu près une demi-heure, plus rien. » Il s'assied près de moi et m'étreint sur sa poitrine. Son cœur bat fort tant il est ému. « Ne crains rien, mon amour. Je sais ce que tu vas me dire. J'en fais trop. Mes promenades m'emmènent trop loin et j'en passe. Promis, je me contenterai de prendre l'air dans le parc de l'hôpital ou de t'attendre si je veux marcher un peu plus. Ça te va ?» Il ancre son regard dans le mien avant de me répondre. « Sage résolution. Tu as intérêt à t'y tenir. Je ne plaisante pas, Louise. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Tu sais, Walter chéri, que de toute façon, d'ici 3 semaines, notre bébé décidera de sortir. Et même s'il le fait aujourd'hui, il ne sera pas prématuré puisque je suis à 38 semaines d'aménorrhée. Mais si tu veux te rassurer, tu peux toujours m'examiner. C'est bien ce que je vais faire. » Je m'en doutais, et je me prête bien volontiers à un énième examen obstétrical, puisque cela seul peut rassurer l'amour de ma vie. Il a beau ne pas être un spécialiste de la gynécologie obstétrique, je le soupçonne d'avoir repotassé des bouquins sur la grossesse et l'accouchement pour être prêt au cas où. Il est vraiment trop attendrissant. Bref, j'ai droit à une inspection de mon abdomen, à la mesure de la hauteur utérine, qui n'a pas changé depuis 3 jours lorsque l'obstétricien l'a mesurée, la palpation qui montre que bébé a bien toujours la tête en bas, auscultation des bruits du cœur et pour finir, le toucher vaginal. C'est bizarre, mais fait par lui, ce dernier est très différent de celui de l'obstétricien, et pour cause. Il est l'homme que j'aime. Bref, je m'égare un moment. « Alors, docteur Scheller ? » ?»« Pas de problème. Ton col est fermé et la tête est encore haute. »« Il y a quand même un problème, chérie. » »« Oh, chérie. »« Lequel ?» demande-t-il un peu interloqué. « Nous n'avons toujours pas décidé pour les prénoms. » Il soupire de soulagement en entendant ma réponse, et nous décidons d'y consacrer un peu de temps après le dîner. Bien évidemment, plusieurs prénoms nous plaisent à l'un et à l'autre, et pour certains aux deux. Certains de nos choix font l'objet de jeux de mots qui nous font rire tour à tour, d'autant que nous nous amusons à trouver aussi des diminutifs qui peuvent paraître ridicules pour des Français, quand d'autres peuvent choquer en allemand. Là commencent les difficultés. Lesquels choisir parmi ces derniers ? Finalement, chacun choisit ses 2 préférés parmi les prénoms communs. Plus précisément, 2 pour un garçon et 2 pour une fille. Ce sera donc Maximilian pour un garçon et Adèle pour une fille.